Hey, hello Iril, quel bêta bloquant passe la barrière hémato-encéphalique. Ah les gars, magnifique bootleg. Ah merci. Enfin quelqu'un qui fait un commentaire utile, magnifique bouclette. Voilà, il fallait à un moment faire évoluer les choses, on est allé chez le coiffeur. Parce que ça fait un moment. C'était problématique. Il y a un mec qui m'a dit que je ressemblais à un mec dans One Piece. Il y a une semaine, je suis allé voir le mec, parce que je regarde pas One Piece. Et je me suis dit, wow. Là, il va quand même falloir bouger les choses. Donc oui. Écoutez, faut bien être beau pour la reprise des marchés. Mais bon, on a toujours quelques petits problèmes capillaires. Alors, on va faire un petit point sur Celestia, les gars. Celestia! Bon, qu'est-ce qui s'est passé? Bah, il s'est passé que, voilà, 178%. Alors, il y a des gens qui sont venus, qui m'ont envoyé un message en mode, oui, t'as vu, la tokenomics, ça marche pas, t'avais tort sur Celestia, même s'il y a un gros vesting, même s'il y a les récompenses d'airdrop, le truc pump et tout. Celestia, si vous regardez, de toute façon, c'est dans la rediff de la semaine dernière, on avait dit que l'idée de Celestia, c'était d'avoir une charte dans la même physiologie que celle de Aptos. Le même squelette. C'est-à-dire, lancement, beaucoup de volume, descente, parce que là, il y a les dumps de airdrop, et pour être honnête, je pensais pas que le pump de Celestia arrive aussi vite. Les airdrops qui ont été dump, et ensuite, période de hausse, parce qu'il n'y a pas de libération, et période de baisse. Et c'est exactement, si vous regardez ce qui s'est passé avec Celestia. Alors, Aptos a été lancé le 22/10, le 22 octobre, et le pump a commencé le 9 janvier. Celestia, ça a mis beaucoup moins de temps. Si vous regardez un petit peu, ça a été lancé autour du 31 octobre, et là, à peu près 2 semaines plus tard, ça commence à pump. Je pense que c'est aussi beaucoup relié au marché, faut pas se mentir qu'il y a aussi ce timing qui a joué, et du coup, on est dans une phase où Celestia, phase haussière, qui peut, je pense, selon moi, continuer, tout va dépendre du marché, mais ça s'inscrit un petit peu dans notre plan, qui était que la tokenomique, elle a largement ressemblé à celle de Aptos, et je suis un peu deg parce que c'était justement mon plan de commencer un DCA à peu près 1 semaine et demie, 2 semaines après la libération pour que les gens qui avaient des airdrops puissent les dump, et que par cette période-là, on puisse être tranquille. Sauf que pour être honnête avec vous, je l'ai commencé un petit peu trop tard. Genre j'ai commencé mon DCA et j'avais genre 20 € de DCA et le truc à pump. Donc bon, j'ai gagné 20 €, mais et je pense que ça aurait pu aller plus haut. Mais voilà, c'est un schéma qui s'inscrit. On va voir si ça continue, donc on va voir si on a le même schéma que Aptos. C'est intéressant de voir que finalement l'histoire se répète et que du coup il y a des patterns qui recommencent, qui sont assez reconnaissables au final si jamais on commence à y faire attention et les identifier. Celestia suit Aptos, Sei, Torchen, Miosis. Torchen d'ailleurs qui a fait un taf de ouf, le rune. Je voulais faire une vidéo dessus, c'est un peu tard. En fait, je sais jamais quoi penser avec les vidéos une fois que le projet a pump, mais Torchen qui a une grande période d'accumulation, mais qui est encore, voilà, si on dézoome, très bas par rapport à son ATH. Torchen, pour ceux qui savent pas, c'est un protocole qui permet de faire des swaps cross-chain. D'accord? Donc vous voulez swap du Bitcoin en Ethereum en gardant la version native de chaque token, vous pouvez utiliser Torchen pour faire des swaps cross-chain. Et du coup, c'est mis en avant par le rune. Et là, le rune a un vrai intérêt. Je vais pas vous refaire une analyse très deep de ça, mais en gros, quand vous voulez faire des swaps cross-chain, vous allez avoir des nœuds qui vont aller sélectionner des jetons dans les pools et s'occuper de votre swap. Le truc, c'est que ça fonctionne avec des pools de liquidité. Une pool de liquidité, on veut qu'elle ait de la profondeur dans la liquidité, qu'il y ait beaucoup de jetons pour pas qu'il y ait de la volatilité à l'intérieur. Le truc, c'est que imaginez qu'on a Avalanche, Ethereum, BNB, Bitcoin, rien que les 4 là. Et ben, si on veut pouvoir faire ça, si on veut pouvoir faire des swaps cross-chain, donc aller chercher dans une pool et reprendre dans une autre, on doit avoir une pool de Ethereum, Bitcoin, Ethereum, Avalanche, Ethereum, BNB, de l'autre côté, Bitcoin, Ethereum, Bitcoin, Avalanche, Bitcoin, BNB, etc. Et vous comprenez bien que ça fractionne la liquidité, du coup. Dans le sens où on va avoir plein de pools avec pas énormément de liquidité et pas une grosse profondeur, et forcément des potentiels points de défaillance. Et du coup, l'intérêt du token rune, parce qu'on peut se demander, dans un swap cross-chain, moi je fais mon swap, ok, ça paye les frais de transaction, mais on pourrait les payer en d'autres tokens. Quel va être l'intérêt? Tout simplement, on va faire des pools avec le rune et un autre token. Le rune, le Bitcoin, le rune, l'Ethereum, le rune, Avalanche. Et ça va du coup augmenter énormément la liquidité à l'intérieur des pools, parce que, justement, on aura tous les AVAX qui seront mis dans la même pool avec les runes. Tous les BNP qui seront mis dans la même pool avec les runes, etc. Et ça, c'est vraiment l'intérêt du Torchen. Je sais pas pourquoi je vous ai fait une explication de Torchen, j'ai un peu divergé. Mais voilà, je vous ai montré ça, et c'est un peu le principe de certains projets qui est intéressant, mais c'est intéressant de comprendre l'intérêt du jeton. On va encore prendre un ou deux projets, et après on va passer sur Bitsensor, mais Océan, j'ai fait, il y a 2 jours, je crois, une vidéo sur Crypto Recherche qui explique tout le fonctionnement de Océan, et c'est vraiment intéressant parce que Océan, c'est une marketplace de data. Si vous voulez vendre vos data, vous pouvez la mettre sur la marketplace de manière sécurisée, et les gens peuvent venir acheter vos data. Et là, on a un cas d'usage qui est absolument colossal et évident avec la vente de data, c'est l'IA. Les IA ont besoin d'un nombre aberrant de data, et donc les fournisseurs décentralisés et les marketplaces décentralisés de data sont
ont une utilité qui explose. Et donc, Océan, ça fait partie de ces projets, un petit peu comme le cloud computing décentralisé, qui vont bénéficier indirectement de l'émergence de l'IA. Ils vont pas émerger directement, comme un BitTensor, par exemple, où on va vraiment être dans des modèles d'IA qui fonctionnent. Là, c'est un peu différent, mais en soi, c'est le genre de projet qui, parce que l'IA émerge, on va avoir de nouveaux besoins, et du coup, les besoins sont résolus par ce type de projet. Et clairement, Océan peut aller assez haut, surtout que le projet est très bas. Et ce qui est très intéressant avec Océan, c'est que c'est un projet qui est basé sur ce qu'on appelle le token engineering. Le token engineering, c'est la science, littéralement, je pense qu'on peut appeler ça comme ça, c'est la profession de design de token dans un registre distribué. Comment on va faire pour que le token puisse servir à incentiver telle personne, à punir telle personne, et pour que notre système, notre cercle économique fonctionne à l'intérieur d'un projet décentralisé. Et le créateur de cette science qui est le token engineering, c'est le CEO de Océan. C'est Trent McConaughey, je crois, j'ai pas envie d'écorcher son nom, je crois que je l'ai écorché, mais voilà. Et c'est lui qui a créé ça, donc tout ça pour vous dire que Océan est très bien ficelé d'un point de vue économique. Et ça, c'est très intéressant. Et vous le voyez en bear market, le truc, il était comme ça, ok, il a tout petit peu baissé, mais pas tant que ça. Et on est sur une charte qui est vraiment très saine, avec de la spéculation en bull run. On sent vraiment qu'il a bénéficié de la spéculation en bull run, parce que c'est aussi important. C'est pas parce qu'un projet est solide qu'il va automatiquement bénéficier de la spéculation. Il a bénéficié de la spéculation, et par contre, ici, c'est un projet qui a généré des revenus, et qui derrière, du coup, c'est totalement maintenu là où il était. Donc Océan, très très intéressant. Je sais pas si vous avez vu aussi une nouvelle très intéressante, qui est DYDX, qui intègre Cosmos. Bon, ça se fait un petit moment, DYDX qui a choisi de migrer sur Cosmos, qui était sur Starknet, et qui est parti sur Cosmos pour sa V4. C'est extrêmement intéressant, je sais pas s'il y a des gens qui sont sur DYDX, mais il y a deux choses qui sont hyper intéressantes à relever. C'est qu'il y a de plus en plus de projets qui vont sur Cosmos. Il y a un nombre absolument aberrant de projets sur Cosmos. Cosmos et KuCoin, il y a un nombre aberrant de projets de qualité sur Cosmos, Torchain, Injective, Kava, Oasis, bon, voilà, Fetch, Osmosis qui a un AMM extrêmement intéressant, Axelar qui est très bon aussi, Band Protocol, un Oracle, Akash Network, je crois que c'est du cloud computing. Il y a vraiment plein de très bons projets sur Cosmos qui devient vraiment une mine d'or de projets de qualité, et il y a un peu ce mélange dans le sens où les bons projets vont sur Cosmos et Cosmos attire les bons projets. Il y a un peu ce mélange des deux parce que c'est vraiment une sorte de cercle vertueux. Malheureusement, le Atom, encore un petit peu maudit, qui a du mal à avancer, mais DYDX qui se déploie sur Cosmos, c'est pas pour rien. C'est parce que ce qui est très intéressant sur DYDX, c'est que vous savez qu'on dit à tout le monde, oui, il faut sortir des exchanges, etc. Vous dites à un débutant, mec, arrête d'aller sur des exchanges centralisés, va sur des DEX, 99% il va perdre des sous. C'est une mauvaise idée, honnêtement, un débutant. Voilà, c'est une populaire opinion, mais un débutant, selon moi, ne doit pas aller sur des DEX, sur des exchanges décentralisés, il va faire trop de conneries, il va perdre des sous. Mais du coup, l'idée de sortir des exchanges, elle est bonne si jamais on a des projets qui sont bons. Des projets qui permettent justement une self-custody et d'avoir la gestion de ses fonds dans des projets de qualité. Et DYDX, c'est exactement ça. Et ce qui est très intéressant sur DYDX, c'est qu'ils ont poussé le délire de la DAO de manière très élevée, où en fait, tout est géré par la communauté. Tout est géré par la communauté. La gouvernance est absolument incroyable. Il y a des forums pour discuter. Et en fait, c'est ça qui est très cool. Et je pense que c'est un petit peu la vision qu'on doit avoir de certains projets crypto, où les projets crypto de base sont des entreprises. C'est des startups. C'est des mecs qui lèvent des fonds, qui payent des salaires et qui créent des outils. Donc forcément, il y a un côté très centralisé et je pense que c'est une mauvaise idée de vouloir décentraliser dès le début ce type de projet. Par contre, ce qu'a fait DYDX, c'est qu'ils sont arrivés, ils s'est centralisé. Donc c'est eux qui avaient la gestion des order books, etc. Et petit à petit, ils se sont décentralisés et ils ont laissé les clés à la gouvernance et à la communauté. Et maintenant, la gouvernance peut proposer, la communauté peut proposer tout ce qu'ils veulent sur les forums, sur DYDX, sur les propositions de gouvernance. Et je trouve ça incroyable parce que du coup, maintenant, on est sur un système décentralisé dans l'infrastructure, parce qu'il y a plein de validateurs différents. On est sur un système décentralisé dans les propositions de gouvernance et la team est au service de son produit et de la communauté. Évidemment, il y a plein de trucs à améliorer, mais c'est un modèle de ce qu'on peut rappeler la DeFi 2.0 et une évolution justement de la finance qui serait cette fois vraiment décentralisée avec des projets qui commencent centralisés et qui petit à petit laissent un peu les clés à leur communauté. Alors forcément, il y a une zone très centralisée. Si on regarde la tokenomics de DYDX, on a quand même une grande partie qui reste aux investisseurs privés et à la team. D'ailleurs, il y a un gros vesting qui arrive le mois prochain, voilà là. Donc on a quand même 27% aux investisseurs, on a 15% pour les employés, advisors, futurs employés, mais à terme, ça tend vers une décentralisation. Et je pense que c'est un fonctionnement qui est sain et sur lequel il faut que les startups Web3 essayent de tendre
pour le futur, parce que sinon on va juste se retrouver avec des projets Web3 qui sont juste des startups classiques, entre guillemets.